Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode d'Entourloupe dans l'Azimut au format DRS. DRS, on le rappelle, la discussion rapide et succincte, mais ce ne sera pas une discussion aujourd'hui, ce sera plutôt un monologue. Et oui, je ne suis pas accompagné de mon fidèle compère Antoine, mais il faut dire que lui a déjà, par le passé, il n'y a pas très longtemps, braqué Entourloupe dans l'Azimut et a pris le micro tout seul et a profité de sa situation outre-Atlantique pour nous parler de sorties cinéma qu'il a pu voir en exclusivité par rapport au territoire français. Il nous a fait notamment un petit épisode DRS sur Babylone qui est très sympathique, que je vous recommande. Aujourd'hui, moi, si je prends la parole, c'est parce que déjà l'œuvre dont je vais parler, Antoine ne l'a pas lu, parce qu'il s'agit d'un livre. Et ce livre vient de sortir, et il s'agit de It 2, coécrit par Michael Mann et Meg Gardiner. It 2 n'est ni plus ni moins que la suite de It, le film sorti en 1995, le grand chef-d'œuvre de Michael Mann. Donc voilà, plein de questions se soulèvent rien qu'à cette phrase. Même pour moi, je me pose toujours la question aujourd'hui de ce procédé très curieux de sortir un livre qui pour faire office de suite à un film, qui plus est sorti il y a déjà 22 ans parce que le livre est sorti l'année dernière. Alors, on voit plein d'articles différents sur le fait que Michael Mann envisageait de faire la suite de It 2, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. Est-ce que peut-être qu'il a renoncé à ce projet? Est-ce qu'il, vu qu'il y a une dimension de préquel dans le livre, il s'est dit que ça n'avait peut-être pas de sens, qu'il ne croyait pas au rajeunissement numérique, comme on a pu le voir dans certaines œuvres récemment. Il ne croyait peut-être pas à l'idée de prendre d'autres acteurs. Je ne sais pas, vraiment, pour le coup, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas qu'est-ce qui amène à ce qu'on retrouve l'histoire de It 2 transposée en roman. Mais voilà, il se trouve que j'ai eu la chance de le lire en exclusivité. Donc It 2 est une suite, mais également une préquelle. Il y a plusieurs tronçons qui se passent à des époques différentes. Le livre est astucieusement sous-titré 1988-2000, sachant que l'action du film se déroule au moment de son année de sortie, à savoir 1995. Donc il y a des parties qui se déroulent en 1988, donc 7 ans avant les événements du film, et on y découvre du coup les personnages de Neil McCauley et Vincent Hanna, donc rétrospectivement interprétés dans le film par Robert De Niro et Al Pacino. On découvre aussi celui de Chris Shiherlis, donc celui qui était interprété par Val Kilmer. On découvre par exemple McCauley qui fait ses braquages avec la même bande, du coup la bande dans le film. On y découvre notamment le personnage de Michael Cherito, interprété par le regretté Tom Sizemore, qui nous a quittés il y a pas longtemps. Et on le voit en train de préparer des braquages, et notamment un gros braquage envers une planque d'un cartel mexicain, même situé au-delà de la frontière. Vincent Hanna, lui, on le voit toujours en flic, en espèce de chien fou qui arpente la nuit. Et on le voit en train d'enquêter sur une bande de cambrioleurs extrêmement violents. L'action en plus se déroule dans une partie à Chicago et non à Los Angeles. Chicago, ville très chère à Michael Mann parce qu'il en est natif. Et on découvre dans les tronçons qui se déroulent après l'action du film, donc on retrouve Vincent Hanna et on suit également le personnage de Chris Shiherlis, donc je le rappelle, celui qui est interprété par Val Kilmer dans le film, dans sa cavale. Chris, lui, son histoire se déroule au Paraguay, plus exactement dans la Ciudad del Este, donc cette ville frontalière qui est à la frontière de l'Argentine, du Paraguay et du Brésil. Et il refait en gros sa vie dans sa cavale en travaillant pour la mafia taïwanaise qui est sur place. Grosso modo, voilà les pendants de l'intrigue de It 2. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, pour être honnête, je ne sais toujours pas ce que j'en ai pensé. Est-ce que je sais pas si c'est parce que c'est un objet tellement étrange de voir ça, et surtout que c'est indissociable du film. C'est impossible de lire ce livre sans avoir vu It 1, enfin It quoi. Le prologue du livre est un sommaire de tout le film. Donc je pense que si vous n'avez pas vu It, c'est assez... je pense pas que ça soit très digeste à lire, parce qu'il y a vraiment toute l'action qui est balancée en quelques pages. Donc je pense que vraiment, ça s'adresse vraiment à ceux qui connaissent très bien le film. Ensuite, ça une fois établi, ce n'est pas du tout déplaisant. C'est une fresque assez plaisante et j'ai été embarqué dedans. C'était
pas déplaisant à lire. On pourrait imaginer que Michael Mann a une image tellement forte, c'est-à-dire que ses films ont une patte tellement propre à lui, qu'on se dit, mais en fait, ce qu'on a envie de voir de lui, c'est une image, c'est pas un texte. Et pourtant, on est en plein Michael Mann quand on lit le livre. Tous ses plus grands fans, ses plus grands amateurs, vous pourrez jouer une espèce de bingo mat. On en retrouve plein de thématiques et voire même des tronçons empruntés à ces différentes œuvres. Moi, tout l'axe sur Chris, justement, au Paraguay, alors déjà, si je ne dis pas de bêtises, dans le film Hacker, donc Black Hat, en VO, Chapeau Noir au Québec, il y a une intrigue qui se déroule dans la même ville au Paraguay, à la Ciudad del Este. Son personnage rappelle clairement, enfin, comme il s'était transformé, mais dans les événements après Hit, le personnage de Chris fait clairement penser au personnage de Chris Hemsworth, Nicolas Hathaway dans Hacker, et à Sonny Crockett dans Miami Vice. À savoir un espèce de barbouze, même si Sonny Crockett est un flic dans le fond, mais barbouze en vadrouille qui se retrouve entre tous les différents trafics, à évoluer entre différentes sphères de la société, etc., etc. La bande de braqueurs, de cambrioleurs que traque Anna est clairement tirée d'un épisode de la saison 1 de Miami Vice, la série. C'est vraiment exactement il traque le même type de cambrioleurs, et la manière de les choper, à un moment il est comme ça, est exactement la même dans l'épisode. Il y a vraiment plein de petits trucs qu'on retrouve, et notamment bien sûr les espèces de portraits de villes, parce qu'après l'action à Chicago, on se retrouve bien évidemment à Los Angeles, ou à la Ciudad del Este comme je l'ai dit, ville qui, rien que de par son caractère, fascine complètement, et est un moule parfait pour Michael Mann, quoi. Donc c'est une espèce de plaque tournante entre tous les différents trafics, entre toutes les différentes mafias issues de plein de communautés d'origines différentes. Donc oui, voilà, on imagine que c'est une ville qui le fascine. Pour ma part, sur un touche personnage, j'ai pas pu m'empêcher de comparer, mais peut-être que c'est une de mes rares références littéraires qui se rapproche de ce genre-là, à James Ellroy. Alors attention, pas du tout pour le style, parce que James Ellroy a son style qui est absolument unique. Mine de rien, le style littéraire de Hit 2 est quelque chose d'assez, je dirais, convenu, assez punchy, et comme un vrai bon polar, quoi. Mais j'appelle pas ça de la grande littérature. Mais je peux pas m'empêcher d'y voir un lien avec Ellroy dans ce que ça aborde. Déjà, de base, dans la filmographie de Michael Mann, je pense beaucoup à Ellroy, notamment dans ses portraits de la ville. Ellroy a écrit plein de bouquins complètement fous sur Los Angeles, et avec Michael Mann, on est en plein dedans. Et même sa trilogie Underworld USA j'en retrouve beaucoup des bouts dans, par exemple, Miami Vice, quoi. Même si c'est pas les mêmes époques, mais on retrouve pareil des barbouzes, des flics, des gars, mais qui se mettent à trafiquer pour mieux enquêter aux quatre coins du monde, aux prises avec les mains avec différents gouvernements, différentes agences, différents services secrets, différentes dictatures, etc., etc. Sans parler des narcotrafiquants. Voilà, donc moi j'ai pas pu m'empêcher de penser à Ellroy. Et alors le livre I2, c'est en plein dedans, quoi. On est entre les braqueurs et encore une fois, je veux dire, c'est très détaillé. On trouve l'aspect minutieux propre à Mann, c'est-à-dire que chaque modèle de véhicule est décrit, tout l'équipement utilisé est décrit. Il y a vraiment ça, pour le coup, c'est vraiment très très documenté. Et donc ce que je disais, c'est que voilà, on assiste à différentes sphères du crime, entre les braqueurs, le flic complètement fou obsessionnel, et les trafiquants de différents pays qui travaillent à l'échelle internationale. Voilà, le livre est plaisant à lire. Comme je l'ai dit, j'étais embarqué. Est-ce que c'est aussi bien que les films de Michael Mann ? Je ne pense pas. C'est bête à dire, ça, c'est pas comparable, mais bien évidemment que je suis beaucoup plus transporté dans un Miami Vice, ce film qui m'obsède depuis qu'on a fait notre épisode dessus à ce sujet. Je vous conseille vivement, si vous ne l'avez pas écouté, d'aller l'écouter, parce que c'est vraiment un épisode auquel on a pris beaucoup de plaisir. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un objet étrange, parce qu'il est impossible à lire sans avoir vu le film. Rien que le prologue qui pourrait paraître indigeste au début. Voilà. Et il y a un truc qui me dérangeait, c'était que Hit, qui est quand même un film, on peut en parler des heures, assez extraordinaire, assez maîtrisé, eh bien c'était une tranche de vie de ces personnages. Et pourtant, c'était une fresque qui te racontait énormément de choses. Et c'était voulu de voir ce personnage à ce moment précis de leur vie,
jusqu'à la fin du film. Et ce qu'on comprenait sur eux se transposait à travers le jeu d'acteur, l'écriture, etc. Et là, avec It 2, on a l'avant et l'après. On a des choses qui expliquent. On a notamment tout le côté individualiste du personnage de De Niro, de Neil, avec sa fameuse phrase que tu dois pouvoir larguer toute ta vie en 30 secondes montre en main. Eh bien, dans It 2, on comprend pourquoi. On comprend qu'il y avait quelqu'un à qui il tenait avant. Et toute cette intrigue est montrée dans le livre. Et on comprend du coup pourquoi, qu'est-ce qu'il a rendu comme ça, en espèce d'origin story. C'est intéressant et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de trouver ça légèrement dommage parce que c'était l'image qu'on se faisait, nous. On comprenait ça rien qu'en regardant le film parce que le passé de Neil est très peu montré dans le film et pourtant on en apprend énormément. Et un autre truc qui pourrait me déranger un petit peu dans ce livre, c'est qu'il y a un antagoniste qui s'appelle Otis Wardell, qui est le chef de la bande de cambrioleurs que traque Vincent Hanna. Il se trouve qu'il va se retrouver dans le chemin et qu'il va avoir un rôle important dans le chemin de Neil également, ce personnage. Donc ça veut dire que les personnages de Neil et Vincent sont déjà liés par le destin et c'est un Bakri d'Escott très, très rapide entre eux avant même le début du film, avant même le début de l'histoire qui est racontée dans le film de 1995. Alors que ce qui était beau, je trouve, dans le film, et ce qu'il est toujours, parce que ça n'enlève rien au film, c'était tout le lien entre ces deux personnages qui se trouvaient être très proches, malgré leur situation opposée, et ils se trouvaient liés jusqu'au dernier plan du film qui est magnifique. Et là, le livre vous explique qu'en fait, ils étaient vraiment liés par un coup du sort, par un jeu de relations et par d'autres enjeux. Et je peux pas m'empêcher de trouver ça un peu dommage. J'ai pas l'impression que c'était nécessaire. En même temps, c'est une fresque qui s'étend, on pourrait aussi dire que c'est une fresque qui s'étend sur plusieurs années, et It, le film, ne choisit de montrer que ce passage-là. Voilà. Encore une fois, si je n'avais qu'une seule chose à dire sur It 2, c'est que si vous adorez Michael Mann, si vous avez adoré It et que vous avez envie de continuer à explorer cet univers, foncez. C'est plaisant à lire, ça se lit très bien, ce n'est pas ennuyeux. Mais voilà, après, si le film ne vous a pas... si ce n'est pas votre film préféré, que vous n'êtes pas spécialement dedans, vous pouvez, je pense, passer votre chemin. Il y a sûrement beaucoup d'autres œuvres du même genre littéraire qui abordent ce genre de thématiques et de portraits, à commencer notamment par James Ellroy, comme je l'ai déjà cité. Je n'ai rien d'autre à rajouter sur It 2, qui vient juste de sortir aux éditions HarperCollins. En attendant, je vous recommande aussi surtout d'explorer la filmographie seule de Michael Mann. Je vous le répète, on a fait un épisode dessus sur Miami Vice. Chez Entourloupe dans l'Azimut, on aime beaucoup It, on adore Collateral. On aime beaucoup également un de ses premiers, Manhunter. C'est un auteur qu'on affectionne particulièrement, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas passer à côté de ce livre curieux. Mais surtout, ici, il y a une chose qu'on doit vous dire, c'est qu'on a très hâte de son prochain film qui devrait sortir cette année, ou du moins avoir une date de sortie annoncée, à savoir le film intitulé Ferrari, avec Adam Driver, qui est donc un film sur une partie de la vie de Enzo Ferrari. C'est tout pour moi, je vous embrasse, merci de m'avoir écouté. À très bientôt.